Alors bonjour à tous. Pour les moins expérimentés, aujourd'hui, on va faire un rappel des règles du rock. Mais après, pour les plus forts d'entre vous, on va voir quelque chose d'intéressant et même de divertissant, puisqu'on va regarder plusieurs parties où il y a eu des incidents de rock dans des parties de maîtres et de grands maîtres. Et pour finir, une partie de la légende, Paul Morphy, où il joue contre son père. Et le coup final va toucher le thème du jour. Alors comme on l'a dit, pour les moins expérimentés d'entre nous, on va réviser les règles du rock pour commencer. Alors qu'est-ce que c'est que le rock? Eh bien le rock est une possibilité pour le roi de se déplacer plus rapidement qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire que d'habitude, le roi il avance que d'une seule case. Eh bien pour faire le rock, il pourra avancer de 2 cases vers l'une de ces 2 tours. Par exemple, le roi noir ici, il peut se diriger à droite de 2 cases en G8 ou vers la gauche en C8. Et c'est pas fini parce que la tour avec laquelle il va rocker va basculer et se mettre juste à côté de lui. Un exemple. Il peut donc venir en G8 et lorsque je lâche le roi en G8, la tour bascule automatiquement de l'autre côté. Je pouvais également faire la même chose, voilà, avec le grand rock. Alors pourquoi on appelle ça le grand rock? Tout simplement parce que le chemin est plus long, mais en réalité le roi n'avance que de 2 cases. Alors quelles sont les règles, les contraintes pour faire le rock? Bien déjà, il faut que le roi n'ait jamais joué, que le roi et la tour avec laquelle il va rocker n'est jamais joué. Si on a joué l'une de ces 2 pièces, et même si on est revenu sur la case de départ, ça empêche le rock, on ne pourra pas le faire. Ensuite, bien sûr, il faut que le chemin soit libre, il ne faut pas qu'il y ait des pièces qui interfèrent. Et enfin, il ne faut pas que le roi soit à l'attaquer, ni au départ, ni sur le chemin, ni à l'arrivée. Par exemple, imaginons que ça ne soit pas au nord de jouer dans cette position, mais que ça soit au blanc de jouer. Si les blancs jouent tour 1, ils visent le roi noir, pas de possibilité pour le roi, même si le roquet, ça le sauverait, ça le mettrait en sécurité, bien malgré tout, les règles interdisent le rock lorsque le roi est attaqué. Alors il faudra bouger le roi. Si on joue fou G5, là il est possible de faire le rock, mais seulement le petit, pas le grand. Parce que vous voyez, sur un départ du roi vers l'aile dame, vers la gauche, eh bien le fou contrôlerait la case D8. Et donc le roi n'a pas le droit de traverser une case contrôlée par une pièce. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas que le roi soit attaqué ni au départ, ni sur le chemin, ni à l'arrivée. Et si le fou est en G4, eh bien ça contrôlerait la case d'arrivée, donc le roi ne pourrait pas non plus. On va revenir un petit peu en arrière. Imaginons que le fou vienne en F4. Eh bien là, on peut faire les 2 rocs. Le fait que le fou contrôle la case B8 n'empêche pas le roi de faire grand roc, parce que le roi ne traverse pas cette case, il n'atterrit pas sur cette case. Le fait que la tour va traverser la case contrôlée par le fou n'empêche pas de faire le grand roc. Donc on peut faire grand roc sans problème. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu avec les incidents de roc. Regardez cette position. William Watson a les blancs, et on va en reparler de William Watson, vous allez voir. Donc il a les blancs, il joue contre Tibor Karolyi, c'est donc une partie de maître. Et avec les blancs, William Watson, il joue fou B6. Bon. Ici, le maître hongrois va vouloir faire grand roc. Et donc là, si vous avez écouté les explications précédentes, vous savez que le roi ne peut pas faire grand roc, parce que le fou contrôle la case D8, et le roi n'a pas le droit de traverser cette case. Alors qu'est-ce que se passe-t-il? Eh bien, quand un joueur en présentiel dans une partie réelle essaye de faire le grand roc alors qu'il n'en a pas le droit et qu'il a touché son roi, eh bien, il doit jouer son roi, si c'est possible de le faire. Et là, c'est possible de le faire. Mais le problème pour Tibor Karolyi, c'est que la seule case pour le roi, c'est la case E7, il n'y en a pas d'autre. Et figurez-vous qu'après roi E7, les blancs gagnent. Et les blancs gagnent avec un échec et mat en un coup seulement. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour chercher ce coup. A tout de suite. Alors vous avez trouvé? Eh bien ici, William Watson, il joue tour E6. Tour E6, check et mat. Effectivement, la tour attaque le roi. Le fou contrôle, la tour coince, toutes les autres pièces bougent, il n'y a pas de case de fit pour le roi. Et la tour ne peut pas être prise. Elle ne peut pas être prise par le pion en F7, puisque le pion F7 est lui-même cloué latéralement par la présence de la dame qui attaquerait le roi si le pion n'était pas là. Et le roi ne peut pas prendre la tour parce que le pion F5 défend. Donc c'est échec et mat. Et donc la punition a été très salée pour Tibor Karolyi d'avoir voulu effectuer le grand roc dans une position impossible et d'être contraint de jouer son roi, puisque c'est le match juste après. Une deuxième position amusante, où William Watson est toujours impliqué. Il porte la shkumun, la poisse à ses adversaires, il leur jette des sorts. Ici, William Watson, il fait dame prend A5, et il joue pas contre n'importe qui, il joue contre Nigel Short, un super joueur anglais, il avait même fait une finale du championnat du monde contre Kasparov. C'est quelqu'un de très très pointu aux échecs. Et dans cette position,
avec les noirs, il veut faire grand roc, Knight joue short. Et il peut pas, pour la même raison que tout à l'heure, la dame contrôle la case D8. Alors, dans ces cas-là, il faut bouger le roi. Et où bouger le roi? Eh bien, il peut pas sur la colonne F parce que la tour contrôle, donc il va venir en D7. Et là, il va se faire totalement déstabiliser. Alors, ça, il va pas se faire punir par un échec et mat en un coup, hein, c'est pas possible de mater en un coup, mais les blancs vont jouer un coup très déstabilisateur. Lequel d'ailleurs? Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que William Watson a joué, pour voir si vous trouvez ce coup. A tout de suite. Alors William Watson, qu'a-t-il joué? Eh bien, il a joué cavalier F4. Il repousse la dame. Et là, c'est pas si facile de trouver des bonnes cases pour la dame. Certainement que le meilleur aurait été de venir en C6, bien que je pense que Knight joue short n'a pas voulu aller là, parce qu'il peut y avoir un coup de tour qui attaque la dame et qui la déstabilise encore. En réalité, Knight joue short, il a fait pire, il est venu en F7. On voit qu'il a totalement été déstabilisé par ce qui s'est passé, parce que du coup, pion E6, fourchette royale. Le cavalier protège le pion qui attaque roi et reine, donc ça perd la reine. A noter que si la dame était venue en G8, la punition aurait aussi été là. On peut jouer E6 échec, et où va le roi? Il n'a pas trop envie d'aller sur la colonne C parce que les tours viendraient l'attaquer. Et si le roi vient en E8, vous voyez, dame B5 échec. S'il vient en D8, dame D7 mat. Et s'il vient en F8, il y a mat également. Avec un double échec à la découverte. Quand le cavalier va partir, la tour va attaquer le roi. Donc le cavalier part en G6 attaquer le roi. On ne redoute pas que le pion prenne, puisque la tour attaque également. Donc le pion ne peut pas prendre. Il n'y a pas de solution, la dame contrôle, tout est contrôlé, il n'y a pas de solution pour le roi noir. Échec et mat. William Watson a porté la poisse à deux joueurs différents sur cette règle du rock, et ces deux parties ont été séparées de quelques années seulement. Ah, cette partie, elle est historique. Korchnoi, Victor Korchnoi, Victor le Terrible. Il a les blancs, et il affronte Anatoly Karpov dans une finale de championnat du monde, de tournoi des candidats en tout cas. On est en 1974. Et Korchnoi, donc Victor le Terrible, vous savez, c'est un joueur qui, même très âgé, arrivait à avoir un niveau très fort. À plus de 80 ans, il était encore redoutable aux échecs. Et je crois qu'il a même été champion de Suisse à un âge, enfin j'en suis même sûr, à un âge très avancé. Et dans cette position, Anatoly Karpov, il joue tour B8. Et là, Korchnoi, il combine. Il sacrifie, il attaque. Un coup que n'avait pas prévu Karpov. Cavalier prend H7. Alors... Karpov, il prend pas. Parce que le couple fou et dame associé, cette batterie d'attaque associée sur la diagonale, permettrait une attaque contre le roi très violente si le roi prenait. Par exemple, si le roi prend, on peut faire dame H6 échec, roi G8, et puisque le fou cloue le pion F7, on peut faire dame prend G6 échec, le roi est trimballé, il n'a plus d'abri, dame H5 échec, alors il va rebouger, on peut jouer fou E4 pour menacer dame H7 mat. Si le pion vient en F5 intercepter le fou, bah, il revient en D5 faire échec, vous voyez, et puis sur roi G7, on va avoir dame H6 mat, avec l'aide des deux fous. Vous voyez, le fou de case noire qui protège la dame, le fou de case blanche qui coince, la dame qui coince et qui attaque partout, c'est mat. Donc voilà pourquoi, après cavalier prend H7, Karpov ne reprend pas. Il se rend compte que c'est pas possible. Alors il va jouer tour E8 pour pas se faire attraper sa tour, mais Korchnoi approche, dame H6, cavalier E5, parce que lorsque la dame est en H6, elle menace dame prend G6, hein, puisque le pion F7 était cloué. Donc là, au moins, le cavalier vient défendre le pion G6. Mais Korchnoi recule son cavalier pour donner la case d'accès à la dame en H7. Il y a un échange, fou prend, le fou attaque la dame. Le pion F7 ne peut pas aller en F6, toujours à cause de clouage. Et puis si la dame bouge, par exemple, je ne sais pas si elle vient en C7, le fou s'installe en F6, avec après les maths en G7 ou en H8. Donc là, Karpov, il est obligé de donner la dame. Il fait dame prend fou. S'il ne veut pas se faire mater, il doit donner la dame. Dame prend, fou prend. Et là, c'est un dernier piège. Un dernier piège que va tendre Karpov avant d'abandonner. Parce que si on prend le fou, que se serait-il passé d'après vous? Il ne faut pas que Korchnoi prenne ce fou, parce que sinon il y aurait cavalier F3. On profite du clouage du pion E2 sur la colonne, et le cavalier fait la fourchette royale, roi-dame, et les noirs récupèrent avec intérêt leur dame. Alors évidemment, Korchnoi, il ne va pas prendre le fou. Mais pourquoi je vous montre cette partie? Parce qu'elle est en relation avec la règle du rock. Parce que là, Korchnoi, il stresse. Il a des grosses gouttes. Et il est complètement déstabilisé par l'enjeu. Et même par cette partie où il est en train de gagner facilement, assez rapidement contre un joueur de la force de Karpov. Et voilà, il suit à grosse goutte. Il va voir l'arbitre et il lui demande
si c'est possible de faire petit roc, avec la tour qui est attaquée. Comment ça? Une partie de ce niveau entre les meilleurs joueurs du monde de l'époque, et on ne sait même plus les règles du rock. Eh bien, Korchnoi, voilà, il était totalement déstabilisé par l'enjeu, et bien sûr qu'on peut faire rock. Comme je vous l'ai dit, c'est si le roi est attaqué au départ, sur le chemin à l'arrivée, le fait que la tour soit attaquée ou que la tour traverse une case menacée n'empêchera absolument pas le rock. Et donc du coup, l'arbitre confirme à Korchnoi qu'il peut faire le petit rock ici. Korchnoi fait le petit rock et Karpov va abandonner puisqu'il n'a plus vraiment de chance de résister avec la dame en moins. Alors maintenant, suivez bien cette partie, parce que je vais vous interroger à la fin de cette partie. Alors je la défile assez rapidement, parce que l'intérêt n'est pas forcément de voir la qualité des coups, mais surtout de surveiller la légalité des coups. Regardons. C'est Andrés Rodriguez Villa qui a les blancs, contre Alejandro Hoffman. Deux joueurs titrés encore, hein, des maîtres et grands maîtres. Donc cavalier F3, D6, D4, prise en D4. Bon, cavalier prend D4, on a une sicilienne, hein, cavalier F6, cavalier C3, sicilienne dragon, tout ce qu'il y a de plus classique, en tout cas dans cette variante. Petit roc, dame D2. Les connaisseurs de la variante dragon de la sicilienne ne seront pas surpris des coups qui sont joués. Et là, le pion H s'élance à l'attaque. Dame A5, H5. Les blancs font exprès de sacrifier leur pion pour ensuite repousser le cavalier et ouvrir une voie d'attaque contre le petit roc des noirs. Alors les noirs intercalent cavalier E5, ils contre-attaquent sur le fou, fou qui va reculer en E2, le cavalier va maintenant venir en G3, attaquer tour fou, mais les blancs intercalent cavalier B3, coin intermédiaire, ils attaquent la dame, donc la dame rentre à la maison, on a contre-attaque sur le cavalier qui prend le fou, la dame reprend, H5, on n'a pas envie de prendre parce que le fou attaquerait la tour qui revient, et là, sacrifice des noirs, cavalier prend F3 échec, ils sacrifient leur cavalier, mais pour prendre plusieurs pions. Et là, tour C8 est joué. Alors là, les blancs ne peuvent pas faire grand roc, hein, parce que le fou contre la case D1, le roi traverserait cette case. Alors, Andrés Rodriguez Villa, il fait petit roc. Mais la petite main, la personne qui, à la maison, le soir, remet les coups sur l'ordinateur. Parce que vous savez, dans les grands tournois d'échecs, les coups, les parties sont notées. Et il y a quelqu'un qui va rentrer les coups sur l'ordinateur pour les mettre dans une base de données. Et là, la personne qui fait ça, elle va vouloir faire petit roc, comme je le fais là. Regardez. Et c'est pas possible. Et il va le faire 10 fois, 20 fois, et il comprend pas. Pourquoi c'est pas possible? Et là, je vous le demande. Pourquoi ici le petit roc n'est pas possible? Vous avez une idée? Vous pouvez mettre la vidéo sans pause si vous voulez essayer de réfléchir pourquoi le petit roc n'est pas possible. Alors, j'espère que vous avez trouvé, mais je vais vous le révéler maintenant. Le petit roc n'est pas possible parce que la tour avait bougé. Comme je vous l'ai dit, quand la tour bouge, même si c'était le roi d'ailleurs, même en revenant sur la case de départ, le roc n'est plus possible. La tour avait bougé. Rappelez-vous, je reviens quelques coups en arrière. Là, il y avait eu tour H3 pour attaquer le cavalier. Et un peu après, la tour était revenue sur sa case de départ. Voilà, on est dans cette position. Et là, comme la tour a bougé, on ne peut pas faire le petit roc. Et le grand roc n'est pas possible, puisque le fou contre la case D1. Donc il n'y a pas de roc possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans la partie? Les deux joueurs ont continué la partie parce qu'aucun des deux joueurs n'avait relevé le fait que la tour avait bougé. Ils avaient oublié, en fait. Et donc ils ont continué cette partie. Et puis les noirs ont fini quand même par gagner. Mais c'était assez amusant quand même. Et maintenant, je vais vous montrer une partie de Paul Morphy, la légende Paul Morphy. Alors, si vous ne connaissez pas Paul Morphy, ou si vous n'avez pas vu ces parties, et je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist où je parle de Paul Morphy, où je montre certaines de ses parties. Et là, dans cette partie, Paul Morphy joue contre son père, Alonzo Morphy. Alors, on est à la Nouvelle-Orléans en 1850, et vous voyez que Paul Morphy n'a pas la tour. C'est une partie à handicap. Paul Morphy était tellement fort qu'il jouait contre son père, avec un handicap. Suivons cette partie. E4, E5, cavalier F3, attaque le pion central, cavalier C6 défend, fou C4, comme dans l'italienne, on vise le pion en F7, cavalier F6, et là, cavalier G5, double attaque, le pion en F7. Alors il faut jouer D5 pour intercepter le fou, pion prend, et là les noirs font cavalier prend D5. Habituellement, dans cette position, les bons joueurs jouent plutôt cavalier A5. Mais bon, cavalier prend D5 a été joué, et là le sacrifice. L'attaque fegatello. C'est l'attaque au foie en fait. Et c'est cavalier prend pion. Alors, vous
Vous allez me dire, oui, mais il y a déjà une tour en moins, il sacrifie le cavalier. Oui, c'est vrai. Mais cette attaque existe pour faire sortir le roi, pour l'extraire et le mettre en danger. Alors, ne vous y trompez pas, la partie est mauvaise pour les blancs ici parce qu'il n'y a pas la tour en A1 quand même. Hein. C'est perdant. Mais avec la tour en A1, ce sacrifice en F7 est tout à fait correct ici. Donc, roi prend. Maintenant, dame F3 échec qui a le mérite d'attaquer le roi, mais également de doubler les attaques sur le cavalier qui est lui-même cloué. Donc, si les noirs veulent pas perdre leur cavalier, il faut que le roi vienne défendre ce cavalier. Et là, Paul Morphy appuie là où ça fait mal. Il attaque 3 fois le cavalier qui est toujours cloué. Son père contre-attaque cavalier D4, attaque la dame, mais fou prend cavalier échec. Alors, Paul Morphy récupère une pièce, mais il en a toujours une en moins. Hein. Roi D6, et sa dame est en plus attaquée, qui vient en F7. Là, le meilleur coup pour les noirs aurait été de jouer dame E7. Proposer l'échange des dames pour soulager la position du roi, sachant en plus que les noirs auraient une meilleure finale avec une tour de plus. Mais les noirs ont joué fou E6. Alors il se passe fou prend, cavalier prend, et là Paul Morphy donne l'assaut contre le roi. Toujours une tour de moins, mais le roi noir est dans la tourmente. Cavalier E4 échec. Le plus sage aurait été de partir en C6, d'accepter la perte du cavalier, d'intercepter avec fou D6. Mais le père, Alonso Morphy, le père de Paul Morphy, il ne veut pas laisser son cavalier, il joue roi D5, qui protège son cavalier et contre-attaque sur le cavalier blanc. Ça peut paraître logique, sauf que le roi est extrait de plus en plus. Et va continuer à être extrait, puisque Paul Morphy joue maintenant C4. C4 échec. Il veut dévier le roi de la protection du cavalier, même en laissant le cavalier blanc. C'est ce qui se passe d'ailleurs, roi prend, dame prend. Toujours une dame de plus pour les noirs, mais un roi en E4. Un roi baladeur quand même. Hein. Alors les noirs jouent dame D4. Paul Morphy joue dame G4 échec. Le roi vient en D3. Dame E2 échec. Où voulez-vous qu'il aille la dame contre la diagonale. Donc le roi vient en C2. Vous voyez qu'il est de plus en plus attiré dans le camp blanc. Pion D3 échec. Et là, Alonso Morphy prend le fou. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Comment on gagne avec les blancs? Eh bien, on gagne avec le petit roc. Et je voulais vous montrer cette partie et finir en beauté, puisqu'on travaillait sur le roc, avec un roc qui fait mat. Alors certains vont objecter le fait que le roi n'était pas obligé de prendre le fou, que le roi pouvait aller en B1. Mais on aurait fait quand même petit roc, et on menace fou E3 d'ailleurs, avec la tour qui attaque le roi, le fou qui attaque la dame. Et si le roi prend en A2 pour tenter de s'échapper, la dame va venir en C2, contrôler des cases de fuite, et les noirs sont totalement foutus parce que le pion B va avancer en B3, en B4, ce qui va faire échec. Le roi devra retourner sur la première rangée et un départ du fou condamnera le roi. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a fait un rappel des règles du rock, on a vu des incidents de rock avec des erreurs de maître et de grand maître, ou des interrogations en tout cas de ces joueurs-là sur les règles du rock. Et on finit par cette belle partie de Paul Morphy. Vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo, m'aider comme d'habitude. Au revoir à tous.